De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité économiste, M. Kane, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Alfred Chango et Samuel Gembok. Comment encourager la création d'entreprises en Afrique à défaut de résorber le taux de chômage? Tony Elumelu, 26e fortune d'Afrique selon le magazine Forbes, veut investir et former les jeunes à l'entrepreneuriat. Selon lui, les intentions et les investissements publics doivent se concrétiser nécessairement avec l'appui du secteur privé. Arwa Barkala. Dans le monde des affaires en Afrique, Tony Elumelu fait figure de pionnier en matière d'investissement privé. L'homme d'affaires nigérian, 26e fortune mondiale, prône l'africapitalisme, une vision de l'économie africaine tirée par le secteur privé. L'africapitalisme, c'est une philosophie d'investissement où j'ai investi dans le passé. Le secteur privé qui investit en Afrique et qui doit continuer d'investir sur l'Afrique. Je crois que nous, en tant que secteur privé, nous devons investir sur l'Afrique et nous devons intervenir dans la création d'emplois sur l'Afrique. La création d'emplois est à terme un des objectifs de la fondation Tony Elumelu. La fondation, créée en décembre 2014, vise à former les entrepreneurs des pays d'Afrique. Pour Tony Elumelu, il s'agit d'un investissement privé qui rapportera à l'Afrique sur le long terme. J'ai vu une amélioration conséquente depuis que j'ai vu de plus en plus d'Africains investir en Afrique par rapport à ce qu'on avait avant. Les Africains sont de plus en plus intéressés à entreprendre en Afrique. C'est pour ça qu'on a besoin de développer l'Afrique et de montrer que nos propres personnes, nos propres gens investissent en Afrique. Le taux de chômage en Afrique concerne 60% des 20-35 ans. Entre 1999 et 2009, le nombre des diplômés en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne a plus que triplé, passant de 1,6 million à 4,9 millions. Ils seront 13 millions en 2030, autant d'emplois, notamment dans le secteur du service, à créer dès aujourd'hui en Afrique. Alfred, Tony Elumelu prône l'africapitalisme, un capitalisme qui s'adapterait aux réalités africaines. Que pensez-vous de cette théorie ? C'est une idée généreuse, c'est une idée lumineuse, Amira. Je pense effectivement que nous devons avoir confiance en l'Afrique. Et nous devons favoriser justement l'émergence de ce capitalisme africain. Voilà, un jeune homme, mais il n'est pas le seul, on peut en trouver dans tout le continent, qui ont compris que le développement de l'Afrique se fera d'abord par les Africains eux-mêmes, par l'implication des jeunes Africains justement dans le monde des affaires, et par la mise en place justement de ce capitalisme. Il n'est pas le seul. Au Nigeria, c'est ça le paradoxe au fond de l'Afrique. Au Nigeria, il y a Aliko Dangote qu'on connaît, mais il y a aussi Tony Elumelu, mais on peut voir à travers toute l'Afrique comme ça des jeunes, des figures qui ont compris effectivement que sans un capitalisme africain, il n'y a pas de véritable développement, il n'y a pas de véritable indépendance. Au fond, l'indépendance politique n'est qu'une illusion tant qu'il n'y a pas l'indépendance économique. Et je pense que dans ce sens-là, lui, il a compris la chose et il va dans cette direction-là. Samuel, rappelez que M. Elumelu a consacré 100 millions de dollars au programme annuel d'entrepreneuriat africain qu'il a créé, l'objectif étant de soutenir les jeunes entrepreneurs du continent. Il faudrait peut-être plus d'initiatives de ce genre. Oui, il faut plus d'initiatives de ce genre. Ce qu'on remarque aussi, c'est que en l'absence du poids de l'État dans la régulation, la construction du lien social, il y a des individualités qui se dégagent, comme celle de Tony Elumelu. C'est une très très belle initiative et je pense que c'est quelqu'un qui est d'abord un grand expert en matière d'entreprise en difficulté, donc il connaît très bien les dysfonctionnements qui peuvent
péricliter un dispositif entrepreneurial. Donc, à ce niveau, il apporte de l'aide aux jeunes parce que lui-même, il a bien compris, il a un processus, il a un parcours qui est très riche, qui est très dense. Il a fait des études à la fois au Nigeria et aux États-Unis et il a été fortement marqué par l'idée de leadership, d'avoir une vision, de pouvoir construire un schéma pour réaliser son rêve. Et donc je pense que fort de son expérience, fort de son parcours personnel, il réussira à susciter l'adhésion de ces jeunes qui veulent créer des entreprises et qui n'ont peut-être pas des moyens conséquents pour cela. Monsieur Kane, Monsieur Eloumelou plaide pour un secteur privé plus dynamique, plus fort, plus présent. C'est selon vous ce qui manque aujourd'hui au continent africain? Je crois que ça manque et puis il faut qu'il continue à aller dans ce sens. Moi, je crois que le partenariat justement privé et public, les Africains peuvent le faire. Au lieu d'amener des multinationales qui justement prennent par exemple 80% du capital et puis justement dans les contrats, le judiciaire est mal ficelé, je crois que les Africains peuvent le faire. Eloumelou, et il y a Dangote, et puis il y a par exemple Mo Ibrahim, il y a d'autres absolument qui peuvent investir et puis investir pas seulement pour aider les jeunes quand on les aide, ils ne viendront plus ici en Europe, ils ne vont plus s'aventurer en Europe, mais aussi investir dans les secteurs porteurs. Par exemple, dans les télécommunications, en Afrique, ils n'ont qu'à unir leurs forces pour investir dans les télécommunications, dans les transports, parce que les transports en Afrique sont déficients. Et puis, ce qui est dramatique, c'est que le transport ferroviaire risque d'être repris par des compagnies étrangères. Si les Africains n'unissent pas leurs forces, le public africain, ça veut dire les gouvernements africains, avec les privés africains, le secteur sera aux mains des étrangers. Et là, si ce secteur est aux mains des étrangers, ils feront de l'Afrique ce qu'ils veulent. Donc ça, il faudra que les Africains pensent à ça. C'est un secteur très important. Et puis le secteur énergétique aussi. Le secteur énergétique, les nouvelles sources d'énergie, par exemple, que ce soit le solaire, le biomasse ou bien l'éolien, les Africains doivent, même les privés, doivent investir là-dessus. Je crois que c'est des secteurs porteurs et puis qui sont à la portée de ces investisseurs privés. Donc lui, il n'a qu'à aussi penser à diversifier justement sa vision pour aller dans ce sens. C'est ce que je crois. Et l'Association des compagnies aériennes africaines a signé en 1999 en Côte d'Ivoire, rappelons-le, des accords pour la libéralisation effective du ciel africain. Il s'agit des accords de Yamoussoukro. Son application peine à voir le jour. 16 ans après, mais la 47e Assemblée générale de la structure compte promouvoir davantage ces résolutions. Reportage d'Oliva Jacotan. La vulgarisation des accords de Yamoussoukro dans les 54 États d'Afrique, c'est l'un des prochains défis de l'Association des compagnies aériennes africaines. Une convention qui met l'accent sur la nécessité d'ouvrir le ciel africain à une concurrence saine. Les acteurs de ce secteur se sont particulièrement penchés sur cette question durant la 47e Assemblée générale annuelle de cette institution du 8 au 10 novembre 2015 à Brazzaville au Congo. 11 pays africains sont déjà favorables à l'ouverture de l'espace aérien dès 2017. Le problème avec la convention de Yamoussoukro, c'est que ça arrange pas du tout les États qui ont déjà un ciel dense et riche, et ça arrange énormément ceux qui sont en train de se chercher et qui ont un ciel qui est pauvre. Du coup, tout le monde n'y trouve pas forcément son compte, mais c'est une nécessité. La formation de la population juvénile au métier de l'air et la promotion du genre ont également été des préoccupations majeures. Les hommes sont actifs mondialement dans plus de 80% du secteur aérien, selon les acteurs du domaine. Mais certaines compagnies africaines font beaucoup d'efforts pour établir la parité dans tous les compartiments de l'aviation. On est vraiment bien équilibré chez Eker entre hommes et femmes. Mais il y a aussi les gouvernements doivent faire leur part, à mon avis, pour nommer plus de femmes à la tête des compagnies aériennes, des agences nationales de l'aviation civile ou alors à des postes clés de décision dans le secteur de l'aviation. Ça va inspirer plus de jeunes femmes pour se lancer dans ces métiers-là. 45 compagnies sont membres de l'Association des compagnies aériennes africaines. Ethiopian Airlines a été élue meilleure société de l'aviation sur le continent par cette institution. Alfred, qu'est-ce qui bloque l'application des accords de Yamoussoukro ? Cette décision de 1999, effectivement, visait à promouvoir le ciel africain, à l'ouvrir aux compagnies aériennes africaines, à créer justement une émulation au sein du continent.
en indiquant aussi un certain nombre de référentiels qui permettraient justement non seulement la viabilité des compagnies, mais aussi la sécurité des passagers, la qualité des services offerts aux passagers, etc. On a vu en même temps péricliter les grandes compagnies qui à l'époque faisaient le bonheur du ciel africain, la Camer, Air Gabon, Air Zaïre, UTA, Air Afrique, donc toutes ces compagnies ont périclité une seule, parce que très bien dirigée, très bien gouvernée, Ethiopian Airlines, qui est la plus vieille compagnie d'ailleurs africaine, qui est toujours classée comme meilleure dans tous les classements internationaux en termes de sécurité, d'entretien des avions, etc. Et donc, il y a ça. Ensuite, dans cette décision de Yamoussoukro, il y avait cette idée de la mutualisation des moyens. Or, les sous-régions africaines n'ont pas été à même, si je prends l'Afrique centrale seulement, on a connu l'Arlésienne de Air Afrique centrale, jusqu'à ce que les chefs d'État ont renoncé parce que concurrence, question de leadership, et donc finalement on a renoncé à la mise en place de cette compagnie qui aurait pu évidemment, avec les richesses de tous ces États-là et la mobilisation de moyens pour créer une compagnie interrégionale, ça aurait permis justement d'avoir un ciel plus intéressant. Mais, les égos des États, le manque d'équipement, parce que ça c'était aussi une des conditions, c'est-à-dire il fallait assurer l'état des aéroports, les aiguilleurs du ciel, etc., pour permettre quand même cette sécurité-là. Aujourd'hui, quand on regarde l'état d'un certain nombre d'aéroports, d'aérodromes, ça n'est pas possible. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on a des embryons de compagnies qui se créent, mais qui n'ont pas la taille viable, qui n'ont pas pour permettre justement cette concurrence-là. Et finalement, le ciel africain est ouvert aux compagnies étrangères qui en bénéficient parce que disposant des moyens énormes, tant en matériel qu'en personnel et puis de qualité en technologie. Et donc, on ne concourt pas sur le même terrain, quoi. Monsieur Kane, les compagnies aériennes nationales qui fonctionnent bien ont-elles intérêt à plaider pour la libéralisation du ciel africain? Bon, je crois qu'il faudra le faire parce que si les compagnies africaines ne le font pas, de toute façon, la compagnie Air France le fait en Afrique. Donc voilà, la compagnie Air France aussi prend la plupart de ses bénéfices en Afrique. Vous avez vu les billets entre ici la France et l'Afrique pendant l'été ou autre. Donc je crois que cette mutualisation est nécessaire parce que sinon c'est d'autres compagnies étrangères qui le feront à leur place. Et puis ça va renforcer, je crois, l'intégration régionale et sous-régionale. Et ça va aller dans le bon sens parce que moi je crois qu'à terme, les Africains, par exemple la CEDEAO ou bien les autres sous-régions, finiront par faire leur compagnie propre. C'est ça la vision. Mais la compagnie, par exemple, les deux compagnies phares, c'est la compagnie Ethiopian Airlines et puis il y avait la sud-africaine. Mais la sud-africaine qui est née aussi dans les années 30 est en train de péricliter. Mais je crois que le gouvernement sud-africain est en train de mettre de l'argent justement pour la redynamiser. Elle a cherché en vain un partenariat avec Air Sénégal et puis avec la Kenyan Airways. Mais bon, ça n'aboutit pas. Je crois qu'il faudra que les Africains dans les sous-régions fassent des compagnies sous-régionales pour aller de l'avant. Parce que sinon, elles ne pourront pas concurrencer les compagnies internationales comme Air France, la Lufthansa, British Airways ou bien les compagnies américaines. Ce serait dramatique. Et puis sinon, le ciel africain appartiendra à d'autres. Et dans les années à venir, tous les Africains vont voyager. Ils ne cherchent que ça. C'est des centaines de millions d'Africains qui cherchent à voyager. Et ça, c'est un potentiel énorme pour le développement africain. Merci, Monsieur Kane, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous remercie, Amira. Merci à vous également, Alfred, pour vos analyses. Mais écoute, ça a été un ravissement de vous retrouver sur ce plateau. Et puis, merci à mes très chères téléspectatrices de leur accueil. Et merci à vous, Samuel. Merci, Amira. Bonsoir.
Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, toujours consacrée au potentiel du continent africain. À très vite.